Prends tes affaires et va-t'en d'ici, avertit le petit mendiant au millionnaire. Ce que le garçon révèle laisse le millionnaire complètement sous le choc. Sous un ciel d'un gris pâle typiquement parisien, la place de la République fourmillait de passants pressés, de touristes distraits et de vendeurs ambulants criant leurs offres. Les klaxons lointains se mêlaient aux chants monocordes du métro qui passait en contrebas. C'est dans ce brouhaha quotidien qu'un homme s'arrêta net devant un kiosque à journaux. Il était grand, élégant, impeccablement vêtu d'un costume 3 pièces anthracite, sa montre en or brillant légèrement sous la manche bien repassée. Étienne Moreau, fondateur et président de Moreau Technologies, l'un des géants européens du numérique, venait d'apercevoir quelque chose qui figea son pas. À peine à quelques mètres du trottoir, sous l'auvent d'un café fermé, un petit corps était recroquevillé sur des cartons usés. Des jambes maigres dépassaient d'un manteau déchiré, trop grand pour lui, et un bonnet sale couvrait à moitié un visage encrassé. Le contraste entre l'homme le plus riche de France et cet enfant allongé dans la saleté était aussi brutal que s'il s'agissait de 2 mondes superposés par erreur. Étienne s'approcha, d'abord par curiosité puis avec une inquiétude étrange qu'il ne se connaissait pas. Il n'était pas insensible à la misère, mais il y avait dans ce tableau quelque chose de troublant. Peut-être était-ce l'abandon total que dégageait ce petit corps, ou bien la manière dont la lumière du matin glissait sur le visage enfantin, révélant des traits fins, familiers, presque douloureux à regarder. Il se pencha légèrement et parla d'une voix douce, presque timide, bien loin de son ton habituel dans les salles de conférence. « Tu vas bien, petit? Tu veux quelque chose à manger? Je peux t'acheter un chocolat chaud. » Le garçon ouvrit brusquement les yeux et se redressa d'un bond, aussi vif qu'un animal traqué. Ses yeux, d'un bleu perçant malgré la crasse, fixèrent Étienne, avec une haine contenue. Puis, d'une voix forte et dure, il lança sans hésiter « Prends tes affaires et va-t'en d'ici !» Le ton n'admettait aucune réplique. Étienne, pris de court, fit un pas en arrière. Le garçon se leva complètement, les poings serrés, prêt à défendre les quelques centimètres de béton qu'il semblait considérer comme les siens. Ses cheveux bruns dépassaient de son bonnet troué, et ses joues creusées témoignaient de jours sans repas réguliers. Il paraissait avoir environ 11 ans, mais son regard était vieux, usé par quelque chose qu'Étienne ne comprenait pas encore. « Je voulais juste t'aider », murmura Étienne, sincèrement surpris par l'agressivité de l'enfant. Mais le garçon ne le laissa pas continuer. « Je n'ai pas besoin de ton aide. Tu n'as pas le droit d'être là. C'est chez moi ici. Alors pars. » L'homme sidéré ne bougea pas tout de suite. Ce n'était pas la première fois qu'on rejetait sa main tendue. Il avait dirigé des dizaines de négociations impitoyables dans sa carrière, mais jamais il n'avait ressenti un rejet aussi viscéral. Il regarda autour de lui, comme pour vérifier si quelqu'un d'autre avait assisté à la scène, mais les passants continuaient leur course indifférente. Le garçon reprit sa place sur les cartons, lui tournant le dos comme s'il n'avait jamais existé. Étienne resta là quelques secondes encore, puis recula lentement, perturbé. Il n'y avait dans ce gamin ni crainte, ni gratitude, ni même de la simple méfiance. Il y avait quelque chose de plus profond, une hostilité douloureuse, instinctive, dirigée droit contre lui. De retour dans sa voiture, Étienne n'arrivait pas à chasser l'image de cet enfant. Son chauffeur lui parlait, mais il n'écoutait pas. Il regardait par la vitre, revoyant ses yeux bleus brûlants de colère. Pourquoi cette phrase? Pourquoi lui dire de partir comme s'il n'était pas à sa place? Comme s'il avait commis une faute qu'il ignorait? Il y avait une tension dans sa poitrine qu'il n'arrivait pas à nommer. Il ne croyait pas aux coïncidences. Il avait vu des milliers de visages dans sa vie, signé des centaines de contrats, croisé la misère de loin, parfois en sponsorisant des associations. Mais ce garçon-là, ce Théo, il ne connaissait pas encore son nom, semblait le viser personnellement, comme s'il savait quelque chose qu'Étienne avait oublié. Et peut-être, au fond, était-ce exactement ça. Une partie de lui qu'il avait laissée derrière, enfouie sous les années de succès, les milliards d'euros, les flashs, les palmarès. Une vérité ancienne, fragile et sale, qui ressurgissait, aujourd'hui dans les yeux furieux d'un enfant abandonné. Le lendemain matin, Étienne se retrouva à nouveau sur la place de la République, vêtu cette fois d'un manteau plus sobre, comme s'il avait inconsciemment voulu gommer les marques de sa réussite. Il était encore troublé par la scène de la veille. Peu de choses le perturbaient réellement, mais ce garçon,
Il y avait dans sa voix, dans ses gestes brusques, une intensité qu'Étienne n'arrivait pas à oublier. Il avait l'habitude de décisions claires, de résultats mesurables. Ce qu'il avait vécu avec cet enfant n'entrait dans aucune logique. Le garçon était toujours là, installé contre le même mur, à demi caché derrière les piles de carton qu'il avait disposées comme une barrière rudimentaire contre le monde. Le froid matinal faisait trembler l'air, mais l'enfant semblait indifférent. Ses joues étaient rougies par le vent, et ses mains nues serraient un sac plastique sale, comme si c'était un trésor. Il leva les yeux dès qu'il sentit la présence d'Étienne, et son expression se durcit aussitôt. « Tu reviens faire quoi ici? Tu crois que j'ai oublié hier ?» lança-t-il d'un ton cassant. Étienne resta debout à quelques pas, sans avancer davantage. Il ne voulait pas provoquer une autre fuite. Il observa le garçon, tenta de décrypter ce regard aussi acéré qu'une lame. Il n'y avait pas de peur chez lui, seulement une hostilité concentrée, un refus catégorique de toute main tendue. « Je voulais juste discuter, peut-être te connaître. Tu n'as même pas voulu me dire ton prénom hier. Et pourquoi? Je ferais ça? Tu veux cocher une case dans ta journée? Aider un pauvre gosse pour te sentir meilleur? T'as déjà ta photo en tête pour la presse ?» Étienne encaissa sans ciller. La voix de l'enfant ne tremblait pas. Elle avait une stabilité que même certains adultes n'avaient pas face à lui. Il n'y avait aucun respect dans ses mots, mais aussi aucune supplication. Il n'était pas là pour mendier quoi que ce soit. « Non, dit calmement Étienne, ce n'est pas ça, je te jure que non. » Le garçon plissa les yeux, comme s'il essayait de déterminer le degré de sincérité dans la voix de cet homme en face de lui. Puis à contre-cœur, il lâcha. « Théo, je m'appelle Théo et maintenant tu peux partir. Je ne vais pas partir tout de suite. Je ne suis pas ici pour te déranger, Théo. J'ai juste, je ne sais pas, quelque chose m'a poussé à revenir. » Théo ricana, un rire sans amusement, plein d'ironie. « T'es du genre à croire aux signes, toi, à l'univers qui t'envoie des messages? Je vais t'en donner un de messages. Ici, c'est chez moi. Ce trottoir, c'est de carton. Cette odeur de pisse, c'est mon monde. T'as rien à faire ici. T'es trop propre, trop brillant, trop loin de tout ça. » Étienne sentit la morsure des mots, mais il resta. Quelque chose dans ce gosse l'attirait. Il n'aurait pas su dire quoi. Une intuition, une forme de reconnaissance? Il avait la sensation étrange d'avoir déjà vu ce visage ailleurs, dans un autre temps. « Tu dors ici tous les soirs ?» demanda-t-il, changeant doucement de sujet. Théo haussa les épaules, l'air de ne pas vouloir répondre, mais finit par céder d'une voix lasse. « Ici ou ailleurs? Ça dépend. Parfois la police me chasse, parfois c'est les autres sans-abri. Il y a des règles, tu sais. Faut connaître les coins, les bons horaires, les trucs à éviter. T'as pas idée. » Étienne ne répondit pas. Il ne voulait pas que le garçon pense qu'il le prenait en pitié. Il savait que Théo méprisait ça. Il le lisait dans son regard, le mépris pour ceux qui descendaient un instant dans la misère pour s'en échapper aussitôt, avec leur bonne conscience intacte. « Tu viens d'où, Théo? Tes parents ?» Le garçon se raidit. Son visage se ferma d'un coup. Une ombre passa dans ses yeux et il cracha presque. « J'ai pas de parents, et je viens de nulle part. Ça te va comme réponse ?» Étienne sentit son cœur se contracter. Pas de tristesse, non. Quelque chose de plus aigu, de plus déroutant. Une culpabilité sourde, injustifiée peut-être, mais réelle. Ce garçon lui renvoyait une image de solitude si pure qu'elle en devenait insoutenable. « Tu sais, j'ai grandi pas très loin d'ici, à Montreuil. » À peine le mot prononcé, Théo sursauta. Il se leva d'un bond, les poings serrés, et cria « Ne parle plus jamais de cet endroit. Tu m'entends? Jamais !» Le choc fut immédiat. Étienne fit un pas en arrière, surpris par la violence de la réaction. Théo tremblait de rage. Son visage était tendu, ses yeux embués de larmes qu'il refusait de laisser couler. « Tu crois que t'es qui? Tu crois que t'as le droit de dire ce nom? Montreuil, c'est pas un souvenir pour moi, c'est un cauchemar. Alors garde-le pour toi. » Le silence s'abattit entre eux. Les passants continuaient d'aller et venir indifférents, comme si cette scène ne les concernait pas. Étienne n'osa pas parler. Il vit dans les traits de Théo une souffrance ancienne, figée dans le marbre. Ce n'était plus un simple enfant de la rue. C'était un gamin qui portait sur ses épaules quelque chose de bien plus lourd que son âge. Finalement, Théo s'effondra à genoux, épuisé par sa propre colère. Il ne pleurait pas. Il se contentait de respirer vite, le regard au sol.
Étienne, à quelques mètres, le regardait immobile. « Je suis désolé, Théo. Je ne voulais pas te faire de mal. » Le garçon ne répondit pas. Il se recroquevilla sur lui-même, de nouveau protégé par ses cartons, et tourna le dos à Étienne. Ce dernier comprit que la conversation était terminée. Il s'éloigna lentement, mais une certitude nouvelle s'était ancrée en lui. Ce garçon n'était pas un inconnu. Il y avait quelque chose là enfoui dans leur passé commun, une vérité qu'il n'avait pas encore comprise. Et il était prêt à revenir chaque jour s'il le fallait pour la découvrir. Les jours suivants, Étienne revint à la place de la République comme on revient à un lieu sacré, chargé de mystère et de douleur. Il n'en parlait à personne, pas même à son assistant personnel ou à sa secrétaire, qui commençait à s'étonner de ses absences matinales prolongées. Il prétextait des réunions informelles, des rendez-vous de dernière minute, mais en vérité, chaque matin, il quittait son appartement luxueux du 6e arrondissement pour retrouver cet enfant au regard froid, aussi cinglant qu'un hiver sans fin. Théo, de son côté, ne semblait ni surpris ni curieux de voir Étienne revenir. À chaque apparition de l'homme, il levait les yeux un instant, soupirait, puis reprenait ce qu'il faisait. Trier des restes de nourriture, réparer un coin de ses cartons, griffonner dans un carnet sale qu'il gardait toujours près de lui. Ce carnet semblait contenir plus que de simples notes. Étienne l'avait vu parfois y écrire avec une concentration farouche, comme si chaque mot était une prière, un secret, une arme. « Tu crois que si tu viens tous les jours, je vais finir par t'aimer bien ?» lança un matin Théo, sans lever la tête. Étienne ne répondit pas. Il s'était habitué à la défiance, au ton sec, aux piques constantes. Il avait compris qu'il ne s'agissait pas d'orgueil, mais de survie. Théo testait ses limites, ses intentions, sa constance. Il ne voulait pas être un passe-temps pour riche ennuyé. « Ce n'est pas pour ça que je viens », dit simplement Étienne. « Alors pourquoi, t'as perdu un pari? Tu cherches l'inspiration pour un nouveau produit de ta boîte? Peut-être que je cherche des réponses ?» Théo fronça les sourcils. « À quoi? T'as déjà tout, non? Argent, pouvoir, bagnole, maison, moi j'ai rien. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? » « Je ne sais pas encore, admit Étienne, mais il y a quelque chose en toi qui me fait rester, comme si je t'avais déjà rencontré, comme si je devais comprendre quelque chose à travers toi. » Cette confession surprit Théo. Il ne s'y attendait pas. Son masque d'ironie glissa un instant, révélant une hésitation, un trouble fugace. Il détourna les yeux. « Tu dis n'importe quoi, t'es comme les autres. T'as jamais vu un gosse des rues, et maintenant tu veux te racheter une conscience. Bah va aider un autre. Moi j'ai pas besoin de toi. » Malgré le rejet, Étienne sentait que quelque chose avait bougé. Le ton de Théo était moins tranchant. Il n'avait pas crié. Il ne s'était pas levé pour le chasser. Étienne s'assit alors sur le banc, en face, à quelques mètres seulement, et resta là, en silence. Les minutes passèrent. Théo reprit. Son carnet l'ouvrit, griffonna quelques lignes, puis s'arrêta soudainement. « T'as dit que tu venais de Montreuil la dernière fois, non ?» Étienne releva les yeux, surpris. « Oui, j'ai grandi là-bas, dans une vieille maison pas très loin de la rue Robespierre. » Théo serra les poings, puis referma son carnet d'un geste brusque. « T'as connu une femme qui s'appelait Claire? Claire Dupuis ?» Le cœur d'Étienne manqua un battement. Ce nom, il ne l'avait pas entendu depuis des années. Il ne l'avait jamais dit à Théo. C'était comme un éclair traversant un ciel noir. Il hocha lentement la tête. « Oui, je l'ai connue, il y a très longtemps. » Théo se leva, les yeux remplis d'une colère contenue. « Alors maintenant tu pars. Je t'ai dit ce que je voulais savoir, plus un mot, pas un. » « Théo, attends. » Mais le garçon s'éloigna rapidement, laissant Étienne seul avec un tourbillon de pensées confuses. Le nom de Claire, lié à ce garçon? Il se souvenait d'elle comme d'un fragment d'un autre siècle. Claire Dupuis, une étudiante en art, vive, passionnée, libre. Ils avaient eu une histoire brève mais intense, dans les années où Étienne n'était encore qu'un étudiant brillant et désargenté. Puis elle avait disparu de sa vie, aussi soudainement qu'elle y était entrée. Il avait cru, comme tant d'autres fois, que la vie les avait simplement séparés. Mais pourquoi ce garçon connaissait-il son nom? Quel était le lien? Et pourquoi cette haine dans ses yeux? Étienne savait désormais que sa présence ici n'était pas le fruit du hasard. Théo n'était pas un enfant de la rue parmi d'autres. Il représentait quelque chose, un passé oublié, une histoire inachevée. Dans les jours qui suivirent, Étienne revint, encore et encore.
Théo l'ignorait, parfois s'absentait, parfois le fixait longuement sans parler. Un après-midi pluvieux, alors que les passants couraient se mettre à l'abri, Étienne attendait encore, assis sous un porche, regardant les flaques se former sur les pavés. Théo arriva sans bruit, s'assit à côté de lui, à distance, et murmura « J'ai vécu à Montreuil quand j'étais petit, jusqu'à ce qu'on parte. » « Avec Claire ?» demanda Étienne, la gorge sèche. Théo ne répondit pas. Il regardait droit devant lui. « Tu te rappelles d'elle ?» demanda Étienne. « Je me rappelle qu'elle pleurait souvent, qu'elle disait qu'on était seul, qu'elle n'avait plus rien. » Un silence pesant s'installa entre eux. Étienne sentait que la vérité s'approchait lentement, douloureusement. Il n'osait pas poser la question évidente. Pas encore. Il n'en avait pas la force. Mais dans ses tripes, il le savait. Ce garçon portait en lui une blessure qu'il avait contribué à créer. Et Théo le savait aussi. Il savait que cet homme, cet inconnu au costume trop cher, avait été autrefois la cause d'un abandon. « Si tu la connaissais, dit Théo, d'une voix sourde, pourquoi t'es jamais venu ? » « Je ne savais pas, je te jure que je ne savais pas. »« Tu mens, murmura Théo. » Mais il ne partit pas. Il resta là, assis, les bras croisés, les yeux dans le vide, comme si le combat intérieur prenait toute son énergie. Étienne, de son côté, savait que la réponse n'allait pas se donner facilement. Il fallait fouiller, chercher, retrouver les morceaux manquants, comprendre ce que Claire avait vécu, et surtout comprendre qui était vraiment Théo. Une semaine s'était écoulée depuis le jour où Théo avait prononcé le nom de Claire. Étienne n'avait pas cessé d'y penser, revoyant son visage, sa voix, ses gestes d'antan. Ce nom exhumé de l'oubli par un enfant à la rue avait rouvert une brèche qu'il croyait depuis longtemps cicatrisée. À mesure qu'il retournait sur la place de la République, il sentait que quelque chose s'approchait, une vérité ou peut-être une chute, mais il était décidé à ne pas reculer. Il avait construit sa vie en poursuivant ce qu'il ignorait jusqu'à l'attraper, et cette fois il en allait de même si l'enjeu semblait bien plus intime que tout ce qu'il avait connu. Ce jour-là, le vent était glacial, un vent sec et coupant qui fouettait les visages sans remords. Étienne, fidèle à son habitude, s'était installé non loin de Théo, qui jouait distraitement avec un vieux ballon éventré, le faisant rouler de son pied vers un poteau métallique tagué. Étienne avait les mains dans ses poches, le col du manteau remonté, et regardait sans un mot. Le silence était devenu leur forme de dialogue la plus fréquente. Une présence muette, mais persistante. Théo, bien qu'il n'admettait rien, semblait désormais tolérer cette proximité. Étienne s'accroupit lentement pour sortir un portefeuille de sa sacoche. Il cherchait de la monnaie pour acheter 2 pains au chocolat à un vendeur ambulant qui venait de passer. En ouvrant le portefeuille, un petit bout de papier glissa au sol porté par une brise légère. Étienne ne le remarqua pas immédiatement, concentré sur ses pièces. Ce fut Théo qui le vit en premier. Il s'approcha lentement, les yeux plissés, et attrapa la photo d'un geste vif. Il la regarda, figée. Étienne se retourna au même instant, entendant le froissement. Il voulut la lui reprendre, mais se figea lui aussi en voyant l'expression du garçon. « C'est qui, cette femme ?» demanda Théo d'une voix soudain changée. Son ton n'était ni moqueur, ni dur. Il était secoué. Il tremblait légèrement. Ses doigts noirs de crasse tenaient le petit cliché comme s'il était un objet sacré. Étienne avança d'un pas. « C'est Claire, Claire Dupuis. On était ensemble quand on avait à peu près ton âge. Et ce bébé, c'est qui? C'est toi avec elle ?» Étienne hocha la tête lentement. « Oui, elle m'avait envoyé cette photo peu après notre séparation. J'étais déjà à Lyon à l'époque. Elle disait qu'elle voulait que je me souvienne d'elle. » Théo serra la photo contre sa poitrine, puis, sans prévenir, il se retourna et se mit à courir. Il s'engouffra dans la rue du Faubourg du Temple, zigzagant entre les passants, et disparut à l'angle du boulevard. Étienne, pris de panique, le suivit, courant maladroitement, son manteau battant au vent. Mais le garçon connaissait le quartier comme sa poche, et bientôt, il n'était plus qu'un souvenir dans la foule. Étienne s'arrêta, haletant, le cœur battant à tout rompre. Il rentra chez lui ce soir-là avec un vide nouveau dans la poitrine. Cette photo, il ne l'avait pas regardée depuis des années. Il l'avait gardée par habitude, sans vraiment y penser. Mais à cet instant, il comprenait qu'elle avait déclenché quelque chose d'irréversible. Théo avait vu cette image, vu Claire, reconnu peut-être. Étienne n'avait plus aucun doute.
Ce garçon n'était pas là par hasard. Le destin l'avait rattrapé avec la brutalité d'une évidence. Dans son appartement silencieux, il s'assit sur son canapé de cuir et ferma les yeux. Il revoyait Claire. Les nuits passées à parler de tout et de rien, les plans fous, les rires. Elle rêvait de devenir peintre, d'avoir un atelier en bord de Seine. Elle disait toujours que Paris lui faisait mal, mais qu'elle ne pouvait pas vivre ailleurs. Il se souvenait de leurs disputes, de leur rupture brutale, de son départ précipité. Il n'avait jamais su ce qu'elle était devenue. Elle avait disparu, comme tant de visages du passé. Mais maintenant, il y avait Théo. Et ce garçon était le fil qui le ramenait à elle. Les jours suivants furent un supplice. Théo ne revint pas sur la place. Étienne y allait matin et soir, demandant à d'autres sans-abri, distribuant quelques billets pour obtenir des informations. Mais personne ne savait où il était. Certains prétendaient ne jamais l'avoir vu. D'autres, méfiants, refusaient de parler à un homme aussi bien habillé. Étienne se sentait inutile, impuissant. Il avait bâti un empire, négocié avec les plus grands. Mais là, dans ces rues grises, il n'était qu'un homme perdu à la recherche d'un enfant qu'il ne comprenait pas encore. Une semaine après la fuite de Théo, Étienne trouva dans sa boîte aux lettres un petit morceau de papier plié en 4, sans enveloppe. Il le déplia avec précaution. Il n'y avait qu'une phrase écrite au stylo à billes. « Tu mens, tu savais. Elle a pleuré pour toi jusqu'au dernier jour. » Aucune signature, mais il n'en avait pas besoin. C'était Théo. Il avait trouvé son adresse. Étienne ne comprenait pas comment, mais il savait que c'était lui. Cette phrase résonnait comme une gifle. Comment lui prouver qu'il disait vrai? Comment effacer ce que Claire avait pu penser, ressentir, vivre seul? Il comprit qu'il ne pouvait plus attendre. Il devait retrouver les traces de Claire, connaître son parcours après leur séparation, recomposer le puzzle de sa disparition et surtout retrouver Théo, non pas comme un bienfaiteur ou un homme repentant, mais comme quelqu'un qui cherchait la vérité avec une humilité nouvelle. Parce que cette vérité, il la devait à Claire, et il la devait à Théo. Étienne ne dormit presque pas les nuits qui suivirent. L'image de Théo serrant la photo contre lui, puis s'enfuyant comme si ce simple fragment du passé avait réveillé un abîme, le hantait sans relâche. Les souvenirs de Claire, jadis enfouis sous les couches de son succès, de ses ambitions et de ses années de silence, refaisaient surface avec une clarté presque douloureuse. Il revoyait son sourire inquiet, ses mains tachées de peinture, sa voix douce, parfois fiévreuse, parlant de justice, de création, de solitude aussi. Il avait été jeune, insouciant, parfois égoïste. Il avait tourné la page de leur histoire sans mesurer l'ampleur des conséquences. Et maintenant, un garçon apparaissait avec ses yeux chargés de reproches, pour rouvrir tout ce qui avait été laissé en suspens. Déterminé à comprendre ce qu'était devenu Claire après leur séparation, Étienne commença ses recherches là où tout avait commencé, Montreuil. Il connaissait encore quelques rues, quelques coins oubliés du temps. Il se rendit d'abord à l'adresse qu'il avait partagée un temps avec Claire, une vieille bâtisse grise transformée aujourd'hui en immeuble rénové. Personne ne se souvenait d'elle. Les voisins avaient changé, les murs avaient été repeints, et le passé semblait effacé. Il consulta les archives municipales, les registres d'état civil, tenta de retracer la trace d'une femme nommée Claire Dupuis. Les résultats étaient minces. Plusieurs Claire Dupuis existaient dans la région parisienne, mais aucune ne correspondait exactement. Les bases de données étaient incomplètes, les informations anciennes difficilement accessibles. Étienne engagea alors un détective privé, discret et réputé pour sa ténacité. Il lui donna tout ce qu'il savait, le nom, la dernière adresse connue, l'époque approximative de leur relation. Le professionnel hocha la tête et promit de le recontacter dans les jours suivants. Pendant ce temps, Étienne revint plusieurs fois sur la place de la République, espérant revoir Théo, mais le garçon semblait s'être volatilisé. Pas un signe, pas une trace. Étienne interrogea encore les autres sans-abri, les commerçants, alentour les travailleurs sociaux du quartier. Mais tous lui répondirent de la même manière. « Un gosse? Il y en a tant. Celui-là? Il vient, il disparaît. On ne peut pas savoir. » Il se sentit impuissant, comme si la ville elle-même conspirait pour garder Théo caché. Quelques jours plus tard, le détective l'appela. Il avait trouvé un début de piste.
Claire Dupuis avait effectivement été enregistrée dans un centre d'hébergement temporaire à Montreuil en 2014, peu après la naissance d'un enfant. Étienne sentit son souffle se couper. L'enfant n'était pas nommé dans les documents, mais tout correspondait. La date, l'endroit, même certaines mentions manuscrites dans le dossier indiquaient qu'elle avait été accompagnée d'un jeune garçon d'environ 3 ans. Claire était restée dans le centre pendant environ 6 mois avant de disparaître. Aucune autre trace après cela. Étienne se rendit immédiatement au centre d'hébergement, une ancienne école transformée en refuge. Il demanda à parler à quelqu'un qui aurait connu Claire. Une femme âgée, la responsable du lieu depuis plus de 10 ans, accepta de le recevoir. Elle s'appelait Madeleine Gauthier, une silhouette fine et sèche, au regard perçant et au ton direct. Claire Dupuis, « Oui, je me souviens très bien d'elle, dit-elle en feuilletant un vieux carnet. Elle était discrète, très fragile et très fière aussi. Elle ne parlait pas beaucoup de son passé. Elle avait un fils, un petit garçon, brun aux yeux bleus. Un regard qu'on n'oublie pas. » Étienne sentit son cœur cogner. Il savait ce regard. « Est-ce qu'elle vous a parlé du père de l'enfant » demanda-t-il. Madame Gauthier hocha lentement la tête. Un seul nom est apparu une fois. Elle écrivait dans un petit carnet. Je ne l'ai jamais lu, bien sûr, mais quand elle est partie, elle a oublié une boîte. Elle n'a jamais réclamé ses affaires. Et je l'ai gardée. Elle se leva et disparut un instant dans une pièce à l'arrière du bureau. Quand elle revint, elle tenait une vieille boîte à chaussures fermée par un ruban. Étienne la prit dans ses mains, presque tremblant. À l'intérieur, il trouva des dessins d'enfants, des lettres inachevées et, posé tout au fond, un carnet noir à la couverture usée. Il l'ouvrit. Les premières pages étaient des pensées désordonnées, des fragments de colère, de tristesse, de solitude. Claire y parlait de son quotidien, de son désespoir, de la difficulté à élever un enfant seul dans un monde qui ne la regardait plus. Puis, au fil des pages, le nom d'Étienne apparut, écrit d'abord timidement, puis avec plus de clarté. Elle disait qu'il n'avait jamais su, qu'elle avait voulu le prévenir, qu'elle avait essayé, mais qu'on l'avait empêché, que sa propre famille l'avait coupé de tout par honte, qu'elle n'avait pas eu la force de le chercher plus loin. Puis, une page, une simple phrase. « Théo est ton fils, Étienne. Il te ressemble dans ses silences, dans sa colère. J'espère qu'un jour tu comprendras. » Étienne referma le carnet, les larmes aux yeux. Tout son corps semblait pris dans un étau. Cette vérité, il l'avait toujours pressentie, mais la voir écrite noir sur blanc par la main de Claire, c'était une lame au cœur. Théo n'était pas simplement un enfant de la rue, c'était son enfant, son fils. Il remercia Madame Gauthier avec une sincérité qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. De retour chez lui, il posa le carnet sur son bureau, s'assit et resta longtemps sans bouger. Une part de lui voulait crier, une autre s'effondrer, mais au fond, il savait que la seule chose qui comptait désormais, c'était Théo. Le retrouver, lui parler, lui dire qu'il n'avait jamais su, et lui montrer que cette fois il ne fuirait pas. Étienne, désormais en possession du carnet de Claire et de la certitude presque insoutenable que Théo était son fils, sentit naître en lui une urgence nouvelle. Il ne s'agissait plus d'une simple curiosité du passé, ni même d'un remords. C'était une nécessité viscérale, presque douloureuse. Il devait parler à Théo, lui dire la vérité, le regarder en face et affronter ce que cela signifiait. Mais pour cela, il lui fallait d'abord mieux comprendre ce que Claire avait vécu. Les mots du carnet étaient puissants mais fragmentaires. Il lui manquait des pièces essentielles de cette histoire, notamment ce qui s'était passé entre le moment où elle avait quitté le centre d'hébergement et sa disparition totale des radars sociaux. Il se rappela alors d'un nom mentionné dans une note du carnet, Madame Leroux. Le prénom n'était pas indiqué, mais plusieurs paragraphes la décrivaient comme une assistante sociale qui avait aidé Claire durant une période particulièrement sombre, sans jamais la juger. Claire lui faisait confiance. Étienne entreprit donc de retrouver cette femme. Il passa des coups de fil à des associations, contacta des structures d'aide sociale à Montreuil, utilisa même quelques connexions dans le domaine politique local. Après plusieurs jours, il obtint enfin un rendez-vous avec une certaine Madame Solange Leroux, travailleuse sociale en poste depuis plus de 20 ans, connue pour sa discrétion et sa rigueur. Le rendez-vous fut fixé dans un bureau austère, situé dans un bâtiment administratif gris, entre la mairie annexe et une bibliothèque municipale. Étienne se présenta à l'heure, habillé sobrement,
le carnet de Claire dans une pochette de cuir, bien décidé à montrer ses intentions sincères. La femme qui l'accueillit était d'une 50aine d'années, les cheveux courts et gris, un regard sévère mais droit. Elle lui indiqua une chaise face à son bureau sans sourire. « Monsieur Moreau, dit-elle en consultant son agenda sans le regarder, vous avez insisté pour ce rendez-vous. Je vous écoute. Merci, madame. Je suis ici pour vous parler d'une personne que vous avez connue il y a quelques années, Claire Dupuis. Vous l'avez aidée. Elle a écrit votre nom dans un journal que j'ai retrouvé. Le nom fit réagir la femme, mais elle ne laissa presque rien paraître. Elle croisa les bras, soupira légèrement, puis planta ses yeux dans ceux d'Étienne. « Et pourquoi voulez-vous savoir ce qui lui est arrivé? Elle n'a plus de famille. Elle est morte depuis des années. Vous êtes journaliste, enquêteur, un avocat quelconque? Non, rien de tout cela. Je suis quelqu'un de son passé. J'ai découvert qu'elle avait eu un enfant. Et je crois que je suis le père de cet enfant. » Un silence tendu s'installa. Madame Leroux ne parla pas immédiatement. Elle le fixa longtemps, comme si elle tentait de lire en lui, de mesurer ses mots, de tester son honnêteté. Puis elle se redressa lentement sur sa chaise. « Vous pensez, vous croyez, c'est bien peu pour revenir après tout ce temps. Où étiez-vous quand elle dormait dehors avec un bébé fiévreux, dans les bras? Où étiez-vous quand elle venait pleurer dans ce bureau, terrifiée de perdre son fils, sans un sou, sans papier, sans avenir ?» Étienne resta silencieux. Il encaissa les mots comme des gifles. Il ne tenta pas de se défendre. Il savait qu'elle avait raison. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte quand elle est partie. Elle ne m'a rien dit, et personne ne m'a jamais prévenu. Je l'ai cherchée un temps, puis j'ai cru qu'elle avait fait le choix de disparaître. Elle a essayé de vous écrire, plusieurs fois. Elle m'a montré les lettres. Mais elle n'a jamais eu de réponse. Elle pensait que vous aviez changé de vie, que vous ne vouliez plus entendre parler d'elle, que vous aviez honte. Étienne sentit un poids écrasant lui tomber sur les épaules. Des lettres? Il n'en avait jamais reçu. Ou alors, elles avaient été interceptées, perdues, détruites. Il n'en savait rien. Mais ce doute rongeant, que Claire avait pu croire à son indifférence, le dévastait. « Et Théo ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Vous l'avez connu aussi ?» Le nom du garçon provoqua une réaction immédiate. Pour la première fois, Madame Leroux sembla troublée. Elle regarda par la fenêtre un long moment avant de répondre. Oui, c'était un petit garçon très intelligent. Trop intelligent. Il comprenait les choses qu'un enfant ne devrait pas comprendre. Il savait quand sa mère allait mal. Il savait qu'on mentait pour le protéger. Il savait qu'il risquait d'être séparé d'elle. « Est-ce que vous pouvez me dire où? Elle est maintenant. Je dois lui parler. Il a vu une photo, il a compris. Mais il refuse de m'écouter, je dois lui expliquer. Il n'est plus sous la protection des services sociaux depuis des années. Il a fugué après la mort de Claire. Il avait 5 ans. Il était dans une famille d'accueil. Il est parti sans prévenir. On ne l'a jamais retrouvé officiellement, même si on entend parfois parler de lui. Certains disent qu'il survit dans les rues de Paris, mais on ne peut pas le localiser. Il ne veut pas être trouvé. Il ne fait confiance à personne. » Étienne sentit une colère sourde monter en lui. Pas contre Madame Leroux, mais contre lui-même, contre le système, contre tout ce qui avait conduit un enfant de 5 ans à disparaître sans que personne ne réussisse à le ramener. Il serra les poings. « Je veux le retrouver. Pas pour me racheter, pour lui dire la vérité, pour qu'il sache qu'il n'a pas été abandonné, pas consciemment. C'est trop tard pour beaucoup de choses, Monsieur Moreau, mais peut-être pas pour celle-là. Je ne peux pas vous donner d'informations, c'est illégal. Mais je peux vous dire ceci, si vous le retrouvez, ne lui promettez rien. Ne lui offrez pas d'argent. Ne parlez pas de le sortir de la rue, écoutez-le. Écoutez vraiment. Il ne veut pas d'un père, il veut qu'on entende ce qu'il a vécu. » Étienne acquiesça lentement. Il comprenait. Ce garçon, son fils, ne cherchait pas un héros, mais un témoin. Quelqu'un qui accepte de voir sans détour la douleur laissée par l'abandon. En quittant le bureau, il tenait le carnet de Claire contre lui comme on tient une relique. Il avait désormais une mission claire, retrouver Théo. Non plus pour réparer le passé, mais pour construire quelque chose, même infime, à partir de cette vérité nue. Étienne rentra chez lui après sa rencontre avec Madame Leroux, comme un homme portant une armure fissurée. Chaque mot prononcé par l'assistante sociale résonnait encore dans sa mémoire, creusant un peu plus le gouffre entre ce qu'il croyait être et ce qu'il était devenu aux yeux d'un enfant abandonné. Il se sentait mis à nu, impuissant.
mais aussi déterminé. Il n'était plus question de fuir ou de se réfugier dans des justifications. Il savait qu'il devait revenir aux origines de tout, remonter le fil de cette histoire interrompue, rassembler les éclats du passé pour tenter d'en faire quelque chose de vivant, de sincère, même s'il savait que le pardon, s'il venait, un jour ne serait ni immédiat ni complet. Il décida de retourner à Montreuil, non pas seulement pour chercher d'autres indices, mais pour affronter les lieux eux-mêmes, marcher sur les traces de Claire, tenter de retrouver les fragments de leur ancienne vie ensemble. Il avait dans sa poche une vieille photo prise au Polaroid, un souvenir conservé au fond d'un tiroir pendant plus de 20 ans. On les voyait tous les deux, souriants, sur un banc du parc des Beaumonts. Elle tenait un carnet de croquis contre elle et lui, les cheveux en bataille, riaient en regardant l'objectif. Ce jour-là, ils avaient rêvé à voix haute d'un atelier, d'un enfant peut-être, de voyage à Barcelone ou à Naples. Il avait cru à ses rêves, puis les avait abandonnés, en pensant qu'ils n'étaient que des élans de jeunesse. Arrivé sur place, il se rendit d'abord dans ce même parc. Rien n'avait changé à l'exception de quelques bancs remplacés et des arbres plus grands. Il s'assit au même endroit, essayant de se souvenir de sa voix, du son de son rire, du parfum bon marché qu'elle portait. Il resta là longtemps, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce qu'une silhouette discrète s'approche. Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs noués en chignon, promenait un petit chien qui reniflait autour du banc. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec un sourire poli. « Je l'ai été, il y a très longtemps. » Elle le regarda plus attentivement, plissant les yeux, comme pour percer une brume. « Vous n'êtes pas Étienne ?»« Étienne Moreau. » Il la fixa, surpris. Elle avait les traits d'une femme qu'il avait vaguement connue à l'époque. Une voisine de palier, toujours discrète, toujours un mot gentil. « Oui, vous êtes Madame Valette, n'est-ce pas? Je me doutais que c'était vous. Claire parlait souvent de vous avant. » Étienne se leva, le cœur battant. « Vous l'avez revue après mon départ? » ?»« Oui. Elle est revenue quelques mois après votre rupture. Elle avait maigri, elle ne souriait plus autant. Elle était enceinte. Je me souviens qu'elle m'avait dit qu'elle n'avait plus personne. Sa famille l'avait rejetée. Elle a vécu chez moi quelques semaines avant de partir dans un foyer. Elle vous a dit quelque chose sur ce qu'elle comptait faire? » Madame Valette hocha lentement la tête. Elle voulait vous écrire. Elle disait qu'elle ne pouvait pas élever un enfant seul, qu'elle avait peur. Mais elle ne voulait pas mendier votre aide. Elle m'a dit un soir, « S'il me cherche un jour, je veux qu'il sache que je ne lui en ai jamais voulu. » Ce sont ses mots exacts. Étienne sentit un nœud se former dans sa gorge. Il remercia la vieille femme, la regarda s'éloigner lentement, le petit chien trottinant devant elle. Puis il reprit sa marche, les pensées en tumulte. Il décida ensuite de se rendre dans un foyer, mentionné par Madame Gauthier, un petit bâtiment en briques rouges, à l'angle d'une rue étroite. L'endroit était modeste, mais bien entretenu. Il demanda à parler à la responsable, une femme d'une 40aine d'années prénommée Chantal. Elle l'écouta, méfiante au début, mais s'adoucit en voyant le carnet de Claire et la photo qu'il portait. Oui, Claire est restée ici quelque temps. Elle n'avait plus rien. On lui fournissait des repas, un lit. Elle n'était pas comme les autres. Elle écrivait tout le temps, dessinait parfois. Elle avait des douleurs. Au thorax. Elle toussait beaucoup. On a essayé de la convaincre d'aller à l'hôpital, mais elle refusait. Elle disait qu'elle devait rester avec son fils, que personne d'autre ne pouvait s'occuper de lui. Et son fils, Théo, c'était un enfant incroyablement mature. Il ne pleurait jamais. Il protégeait sa mère comme un adulte. Je me souviens qu'un soir, elle s'était évanouie dans la salle commune, et c'est lui qui avait couru chercher de l'aide, qui avait pris sa main et dit « Maman, reste avec moi, je suis là. J'ai rarement vu un tel lien. » Après ça, ils ont disparu, plus de traces. On a su plus tard qu'elle était morte. Mais lui, personne ne l'a jamais retrouvé. Il s'est volatilisé. Étienne ne répondit pas. Il regardait, la table en bois, les murs blanchis à la chaux, les affiches sur les droits des femmes et des enfants. Ce lieu avait été l'un des derniers refuges de Claire, et peut-être le dernier endroit où Théo avait été un enfant avant de devenir ce garçon de pierre, défiant le monde depuis un trottoir. Avant de partir, Chantal lui tendit un objet. Claire avait laissé ça dans son casier. Personne n'a jamais osé y toucher. On pensait que peut-être un jour quelqu'un viendrait. C'est à vous maintenant. Étienne ouvrit la boîte. À l'intérieur, un dessin, un portrait. Lui,
faite au crayon, avec des traits délicats. En bas, une inscription, pour que tu saches que tu as été aimé même sans le savoir. Il resta figé, tenant le dessin contre lui. Il comprenait maintenant l'ampleur de ce qu'il avait perdu, mais aussi ce qu'il avait encore là, chance de retrouver. Théo était quelque part, vivant, en colère, en fuite, mais vivant, et il l'attendrait, aussi longtemps qu'il le faudrait, parce qu'un fils mérite d'avoir un père, même s'il arrive trop tard. Le ciel de Paris était bas ce jour-là, d'un gris uniforme, étouffant. Une bruine fine tombait sur les pavés et formait de petites flaques là où la ville semblait pleurer silencieusement. Étienne marchait d'un pas lent sur la place de la République, les mains dans les poches de son manteau, le cœur tendu. Il revenait chaque jour, inlassablement, attendant de revoir Théo guettant sa silhouette parmi les passants, les bancs, les coins d'ombre. Il avait avec lui le carnet de Claire, les dessins, le portrait qu'elle avait laissé, toutes ces preuves d'un amour passé, d'une douleur cachée, d'un lien brisé qu'il voulait, qu'il devait restaurer. Ce jour-là, enfin, il le vit. Théo était là, adossé à un mur, un sac à dos usé sur l'épaule, le regard fixé vers l'horizon. Il avait l'air plus maigre encore, plus fermé, mais ses yeux s'allumèrent d'une flamme dure quand ils rencontrèrent ceux d'Étienne. Le garçon ne bougea pas. Étienne s'approcha, le souffle court. « Théo, murmura-t-il, je dois te parler. Ce que j'ai à te dire, c'est important. » Théo se redressa d'un coup, tendu comme une corde prête à rompre. Son visage s'était durci, sa mâchoire serrée. Il avança de quelques pas, les poings fermés. « Tu crois que tu as le droit de me parler? Après tout ce temps? Après tout ce que j'ai vécu? Tu crois que tu peux débarquer avec tes beaux habits et tes grands mots et effacer tout ça ?» Étienne ne recula pas. Il sortit lentement de sa poche le carnet de Claire, puis la photo, puis le dessin. Il les tendit à Théo, qui ne les prit pas. Il les regarda à peine. « Elle t'aimait, » dit Étienne, la voix rauque. « Elle a tout écrit. Elle voulait que tu saches. Elle m'a écrit des lettres. Elle voulait qu'on soit ensemble. Mais je ne les ai jamais reçues. Je te jure, Théo, je ne savais rien. » Le garçon éclata, comme un barrage cédant sous la pression d'années de silence. « Tu savais. Tu veux me faire croire que t'étais pas au courant. Elle m'a dit que t'étais riche, que t'avais des contacts. T'aurais pu la retrouver. On était là, à Montreuil, on n'avait rien à manger. Je la voyais pleurer tous les soirs. Et toi, t'étais où? Sur ton trône doré? Tu construisais des machines pendant qu'elle mourait, pendant que moi, je grandissais dans la merde. » Étienne sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il les retint. Il ne voulait pas pleurer devant lui, pas comme une excuse, pas comme un moyen d'attirer la pitié. Il voulait simplement écouter, laisser Théo vider ce qu'il portait depuis si longtemps. « Je n'ai jamais su, » répéta-t-il. « Ce n'est pas une excuse, je le sais. Mais c'est la vérité. Si j'avais su, ne serait-ce qu'un instant, je serais venu. J'aurais tout laissé. Tout. » Théo le fixa longuement, les yeux brillants, les narines frémissantes. Puis il arracha le carnet des mains d'Étienne, le feuilleta frénétiquement, lut quelques lignes. Il s'arrêta net. Les mots semblaient le frapper de plein fouet. Il relut une phrase 2 fois, 3 fois, puis ferma brutalement le carnet et le lança contre le mur derrière lui. « Trop tard !» cria-t-il. « Tu entends? Trop tard. Elle est morte. Et moi, je suis là, seul, depuis toujours. Tu peux pas réparer ça avec des mots, avec des bouts de papier. » « Je sais, » dit Étienne, d'une voix à peine audible, « mais je veux être là, maintenant. Pour toi. Même si tu refuses, même si tu me hais, je resterai. » Théo rit, un rire amer, sans joie. « Rester? Et puis quoi? Tu vas m'adopter? Me donner ta carte bancaire? Me sortir de la rue comme dans un film? T'as pas compris? J'ai pas besoin d'un père. J'ai survécu sans. Ce que je veux, c'est que tu ressentes. Que tu comprennes ce que c'est de crever de froid, d'avoir faim, de supplier pour une couverture. Que tu saches ce que c'est que de voir ta mère mourir sous tes yeux sans pouvoir rien faire. » Étienne ne répondit pas tout de suite. Le silence s'installa à nouveau, lourd, vibrant. Puis il fit un pas vers lui. « Dis-moi ce que tu veux, et je le ferai. » Théo le regarda avec un mélange de défi et d'incrédulité. « Tu veux vraiment comprendre? Alors vis comme moi. 1 semaine. Sans ton nom, sans ton argent, sans ton chauffeur, sans ton téléphone. 1 semaine dans la rue. Si tu tiens vraiment, alors peut-être je te parlerai. Mais pas avant. Pas un mot. » Étienne sentit son estomac se contracter.
Une semaine. Dans la rue, lui, Étienne Moreau, le magnate des technologies, l'homme habitué aux dîners d'affaires, aux conférences internationales. Il pensa à ses engagements, à ses responsabilités, à son image publique, mais il pensa aussi à Claire et à Théo, à ce garçon dont les yeux étaient le miroir de sa propre lâcheté passée. « D'accord, dit-il, d'un ton clair. Une semaine, comme toi. » Théo ne dit rien. Il hocha lentement la tête, ramassa le carnet, le glissa dans son sac et s'éloigna sans un mot. Étienne resta seul, debout sous la pluie fine, les chaussures trempées, le visage tourné vers le ciel. Il avait accepté. Il n'y avait plus de retour en arrière. Dans 7 jours, il ne serait plus l'homme qu'il avait été. Il allait entrer dans le monde de Théo, sans filtre, sans protection. Et il ne savait pas s'il en sortirait indemne. Le lendemain du défi lancé par Théo, Étienne se réveilla dans son grand lit, dans son appartement feutré, entouré de silence, comme s'il vivait déjà dans un monde étranger. Il avait passé la nuit à réfléchir à ce que signifiait réellement une semaine dans la rue, sans ses repères, sans ses privilèges, sans même son nom. Une semaine à vivre comme Claire et Théo avaient vécu pendant des années. C'était plus qu'un sacrifice. C'était une immersion dans une douleur qu'il avait toujours fui. Pourtant, il s'y préparait. Il savait que le moment viendrait et qu'il ne pourrait pas reculer. Mais avant de plonger dans cet inconnu, il voulait revoir une dernière fois les endroits liés à Claire. Peut-être, pensait-il, restait-il encore quelque chose à découvrir, une dernière pièce du puzzle. Il retourna à Montreuil, sans but précis. Il erra dans les ruelles, scrutant les façades, les recoins, les visages, espérant reconnaître un détail, une mémoire. Alors qu'il passait devant un vieil immeuble délabré, une silhouette familière lui apparut. Un vieil homme, appuyé sur une canne, assis sur une chaise de bois, sous l'auvent d'une porte entr'ouverte. Étienne s'arrêta. Le vieil homme leva les yeux. « Vous cherchez quelqu'un » demanda-t-il d'une voix éraillée. « J'ai connu une femme qui vivait ici, autrefois. Claire Dupuis. Peut-être vous souvenez-vous d'elle » Le vieil homme fronça les sourcils, hocha lentement la tête. « Claire. Oui, elle avait un petit garçon. Elle a vécu ici quelque temps. Pauvre gamin. Elle n'a jamais eu de chance. Vous êtes un parent ?» Je crois que j'étais plus que cela, dit Étienne. Mais je ne l'ai compris que récemment. Le vieil homme le fixa un moment, comme s'il cherchait à lire dans ses regrets. « Attendez ici. » Il se leva lentement, entra dans le bâtiment et revint quelques minutes plus tard avec une petite boîte en métal cabossée. C'était dans l'appartement qu'elle occupait. Je faisais le ménage après les départs. Je devais la jeter, mais je l'ai gardée. Allez savoir pourquoi. Étienne prit la boîte avec précaution. À l'intérieur, un mouchoir brodé, un médaillon sans chaîne et, au fond, une enveloppe jaunie, jamais ouverte. Elle portait son nom, Étienne Moreau. Il sentit sa gorge se nouer. Il ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. L'écriture de Claire était reconnaissable entre toutes, fine, penchée, élégante malgré la précarité. La lettre était longue. Étienne lut, chaque mot comme un coup de poignard doux et lent. Elle y racontait leur séparation, ses tentatives, pour le retrouver, les lettres envoyées sans réponse. Elle parlait de la peur, de la honte, de la solitude. Elle disait qu'elle avait voulu lui dire qu'elle attendait un enfant, mais qu'elle avait été arrêtée, repoussée par sa propre famille. Elle parlait de la naissance, de la joie brève, puis de la lutte quotidienne. Elle écrivait qu'elle avait pensé à lui à chaque instant, qu'elle espérait encore qu'un jour il viendrait, qu'il lirait ses mots et qu'il comprendrait. « Je ne te demande rien, je ne t'accuse de rien. Mais si tu lis cette lettre un jour, sache que tu as un fils, et qu'il est beau, fort, sensible. Il mérite mieux que ce que je peux lui offrir. Si tu le trouves, aime-le, pour 2. » Les dernières lignes étaient tremblantes. Elle écrivait qu'elle était malade, qu'elle toussait de plus en plus, qu'elle avait peur de ne pas tenir. Elle demandait pardon. Elle signait Claire qui t'a toujours aimé, même de loin. Étienne relut la lettre, les yeux embués, le cœur fracassé. Tout était là. Le passé, les regrets, les non-dits. Elle n'avait jamais cessé de croire en lui. Elle avait espéré jusqu'au bout. Et il ne l'avait jamais su. Il avait vécu, grandi, bâti son empire pendant qu'elle mourait à quelques kilomètres, seul, avec leur enfant dans les bras. Il resta assis là, sur les marches de l'immeuble, la lettre serrée contre lui, incapable de bouger. Le vieil homme l'observait, sans mot dire. Le silence était total, comme suspendu. Étienne se leva enfin,
remercia d'un signe de tête et repartit sans dire un mot. Ce soir-là, il ne rentra pas chez lui. Il se rendit dans un petit hôtel de passage près de la gare de l'Est. Il paya en liquide, sans donner son vrai nom. Il s'assit sur le lit, sortit un cahier et commença à écrire. À Théo. Il ne savait pas s'il lirait un jour ces mots, mais il fallait qu'il les couche. Il y mit tout, la vérité, les regrets, l'amour, le vide, la peur. Il expliqua pourquoi il n'avait jamais su, pourquoi il voulait maintenant être là. Il termina par ces mots. « Je ne veux pas te sauver, je veux juste être présent, si tu veux bien de moi. » Il replia la lettre, la rangea dans la boîte avec celle de Claire et s'allongea épuisé. Demain commencerait sa semaine dans la rue. Mais ce soir, il voulait rêver une dernière fois. Rêver que Claire était encore là, qu'elle souriait, qu'elle tenait Théo par la main et qu'il les rejoignait sans peur, sans masque. Juste un homme face à sa vérité. Le matin suivant, Étienne sortit de l'hôtel sans sa montre, sans téléphone, sans argent, vêtu d'un vieux manteau trouvé dans une friperie et d'un jean râpé. Il avait glissé dans une poche intérieure le carnet de Claire, la lettre retrouvée et quelques papiers d'identité falsifiés qu'il avait commandés en ligne, simplement pour éviter d'être immédiatement reconnu. Il avait changé de coupe de cheveux, laissé pousser une barbe naissante. L'homme qui déambula dans les rues de Paris ce matin-là n'avait plus rien du fondateur de Moreau Technologies. Il était, pour la première fois depuis des décennies, un anonyme. Personne. Un parmi d'autres. Il erra toute la journée, sans but, apprenant à sentir le poids de chaque pas, l'indifférence dans les regards, la dureté du béton sous ses semelles fines. Il tenta de parler à quelques sans-abri, mais fut ignoré ou repoussé. Il comprenait. Dans ce monde, la confiance ne se gagnait pas en un regard. Il dormit sous un porche, le dos contre la pierre glacée, les bras croisés pour tenter de préserver un peu de chaleur. Il n'avait jamais ressenti une telle solitude. Même dans ses années d'ascension, seul face à ses projets, il avait toujours eu un but. Là, il n'était qu'un corps dans l'ombre, un souffle de plus dans le vent glacial. Au 5e jour, alors qu'il mendiait quelques pièces près de la station Strasbourg-Saint-Denis, une voix rauque l'interpella. Pas si mal, pour un débutant. Étienne leva les yeux. Théo était là, appuyé contre un mur, les bras croisés, un sourire amer aux lèvres. Il avait le visage durci, mais une lueur étrange brillait dans ses yeux. « Tu m'espionnes » demanda Étienne, la gorge sèche. « J'ai mes sources. Je voulais voir si t'irais jusqu'au bout. Beaucoup abandonnent dès la première nuit. Le froid, l'odeur, la peur, ça casse les riches plus vite que la faillite. Je ne suis pas là pour faire semblant. » Théo s'approcha, le regard perçant. « Et t'as appris quoi alors, depuis que t'es là ?» Étienne prit un instant avant de répondre. « Que tout est plus lent, que chaque geste coûte, que la faim n'est pas une sensation, mais un vide qui hurle, que le silence n'a pas la même couleur quand personne ne vous regarde, que l'invisibilité, c'est une violence. » Le garçon ne dit rien. Il s'assit à côté de lui, contre le mur. Il sortit de son sac une vieille bouteille d'eau qu'il tendit à Étienne. « Tu sais pourquoi j'ai tenu à ce que tu le vives ?» demanda-t-il, la voix posée. « Pour me punir ?» Théo secoua la tête. « Non, parce que je voulais que tu saches, pas dans ta tête, mais dans ton corps, ce que ça fait, de voir le monde passer sans te voir, d'avoir honte de puer, d'avoir peur de dormir. Ma mère a vécu ça, moi aussi. Et toi, t'étais loin, trop loin. » Étienne sentit un poids s'écraser dans sa poitrine. Il acquiesça lentement. « Je sais et je n'ai pas d'excuses, mais je veux que tu saches que maintenant je suis là, pas pour réparer, mais pour comprendre, pour rester, si tu m'y autorises. » Théo le fixa longuement sans parler. Puis il sortit de son sac un petit carnet différent de celui de Claire. Il l'ouvrit à une page, lut un passage et le tendit à Étienne. « C'est ce que j'ai écrit après sa mort. » Étienne lut. Le texte était brut, parfois maladroit, mais bouleversant. Théo racontait la dernière nuit de Claire, la toux, la fièvre, l'odeur de sang, l'attente dans le froid, les portes de l'hôpital fermées, les regards détournés, puis le silence, le corps de sa mère, immobile, et lui, seul, à 5. Courant sans but dans les rues, fuyant les services sociaux, les inconnus, les promesses. J'ai crié son nom pendant des jours. Je croyais qu'elle allait revenir, qu'elle faisait semblant. Après, j'ai compris. Elle ne reviendrait jamais. Et toi, t'étais quelque part à vivre ta vie, et moi j'étais là. Étienne sentit ses larmes couler. Il ne les cacha pas. «
Je ne mérite pas ton pardon, je ne le demande pas. Mais si tu m'autorises à être là comme témoin, comme homme, comme père, je le serai. » Un long silence s'installa entre eux. La ville autour continuait de bouger, d'avancer, de gronder. Mais là, sur ce trottoir, un père et un fils se faisèrent face pour la première fois sans masque, sans colère. Juste avec la vérité nue, douloureuse, brute. Théo reprit son carnet, le rangea. Puis, sans un mot, il posa sa main sur l'épaule d'Étienne. Un geste simple mais immense. Étienne ne bougea pas. Il sentit dans ce contact tout ce qui avait été perdu, mais aussi tout ce qui pouvait encore naître. Ce n'était pas une réconciliation, ce n'était pas un pardon. C'était un commencement, fragile, incertain, mais réel. Ils restèrent ainsi en silence jusqu'à ce que le jour décline. Et quand Théo se leva pour partir, il dit « Simplement, tu peux revenir demain si tu veux. » Et dans ces quelques mots, Étienne entendit ce qu'aucune lettre n'aurait pu lui offrir, une chance. Le lendemain matin, Étienne retourna au même endroit, dans le même état. Ses vêtements étaient encore humides de la nuit précédente, passés sous un pont où l'eau s'infiltrait entre les pierres, et son dos le lançait douloureusement. Il n'avait presque rien mangé depuis 2 jours, et le peu de pain rassis qu'un autre sans-abri lui avait partagé la veille avait à peine calmé les crampes de son estomac. Pourtant, malgré l'épuisement, il ressentait une force intérieure, nouvelle, née d'une douleur qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Ce n'était plus un test ni une épreuve, c'était devenu une immersion, une expérience de dépouillement qui, loin de l'humilier, le transformait. Il ne se voyait plus comme le PDG déchu temporairement de sa vie luxueuse, mais comme un homme qui avait accepté de s'approcher d'une vérité brutale et nue. Théo arriva plus tard, les mains dans les poches, la capuche rabattue sur sa tête, les pas lents. Il avait l'air d'un garçon qui avait mal dormi, mais son regard n'était plus aussi dur. Il s'assit à côté d'Étienne, sans dire un mot pendant plusieurs minutes. Ils regardèrent les passants défiler devant eux, certains pressés, d'autres distraits, tous semblant appartenir à un monde qu'aucun des deux ne reconnaissait vraiment. « Tu tiens bien ?» dit enfin Théo, le ton neutre. « T'as pas lâché. J'ai voulu, avoua Étienne, plusieurs fois. Mais je repensais à toi, à ta mère, à cette nuit que tu as décrite dans ton carnet. Et je me disais, si elle a tenu autant d'années, si toi tu tiens depuis toujours, alors je peux au moins faire ça. Pas pour me sentir mieux, mais pour comprendre. » Théo hocha lentement la tête. Il sortit de son sac une boîte cabossée contenant 2 barres de céréales qu'il tendit à Étienne. « J'ai volé ça ce matin dans un Franprix. Pas fier, mais on fait ce qu'on peut. »« Merci, » répondit Étienne en prenant l'une des barres. « Je te les rendrai. »« Tu me dois rien, » répondit Théo, « mais j'ai réfléchi à quelque chose, un truc que j'aimerais te demander. » Étienne leva les yeux, surpris. Théo prit une grande inspiration, comme s'il s'apprêtait à franchir un pas difficile. « Je veux pas de ton argent. Je veux pas vivre dans un de tes appartements avec des draps propres et des serviteurs. Je veux pas devenir un de ces mômes qu'on sauve pour les exhiber dans les journaux. Mais il y a un truc que je veux. »« Dis-moi, » souffla Étienne. « Je veux que tu m'aides à créer quelque chose, pas pour moi, pour les autres, pour ceux qui vivent comme j'ai vécu, les gamins qu'on voit pas, ceux qu'on oublie. Je veux qu'on monte une fondation, en son nom à elle, Claire Dupuis. Pas pour faire joli, pour agir. Un lieu où on peut dormir sans se faire réveiller par des flics, où on peut manger sans devoir mendier, où on peut apprendre à lire, à coder, à dessiner, à respirer, à redevenir humain. » Étienne sentit un frisson lui parcourir l'échine. La proposition était inattendue, mais elle portait en elle tout ce qu'il avait espéré sans l'oser. Ce n'était pas une main tendue en retour, c'était une condition, une voie de passage. « Une fondation », répéta-t-il, à son nom. « Claire. »« Oui, et tu n'auras pas ton nom dessus, tu seras derrière. C'est moi qui choisirai l'équipe, les gens, les règles. Tu donnes les moyens, mais pas les ordres. Parce que tu sais quoi? Ce monde, tu ne le connais, pas encore assez. Tu l'as effleuré, mais tu ne l'as pas vécu comme nous. » Étienne baissa la tête. Il ne pouvait qu'acquiescer. Théo avait raison. « D'accord, dit-il, je ferai ce que tu demandes. Ce ne sera pas mon projet, ce sera le vôtre, le tien, et celui de ta mère. Tu peux compter sur moi. » Théo esquissa un léger sourire, presque imperceptible mais réel. Il fouilla dans son sac et en sortit un cahier à spirale avec des plans, des idées griffonnées, des listes de besoins. Il le tendit à Étienne. « J'y pense depuis longtemps.
Même quand je dormais dans les halls d'immeubles ou sous les ponts, j'imaginais un lieu où j'aurais pu grandir autrement, où elle n'aurait pas eu à mourir dans l'anonymat. Un lieu qui porte son nom et pas sa honte. Étienne feuilleta les pages avec émotion. Le carnet était plein de rage, de rêves, de lucidité. Il y avait même un budget estimé, des idées de partenariat avec des associations, des programmes d'insertion. Théo n'était pas un enfant perdu. Il était un survivant, un visionnaire de l'ombre. « On va le faire, dit Étienne. On va le faire et on ne s'arrêtera pas là. Il y aura des lieux dans chaque quartier, chaque ville, si tu le veux. On formera d'autres jeunes. On écoutera leurs histoires. Et ton histoire sera le début de quelque chose de plus grand. »« Peut-être, répondit Théo, mais je veux que ça commence petit, discret, humble. Je veux pas de caméra, je veux pas de spectacle. Je veux que les premiers gamins qui passeront la porte sentent qu'ils n'ont pas à se transformer pour être acceptés. Juste à respirer. » Étienne posa une main sur le carnet. Ce sera ainsi. Ils restèrent là un long moment, assis, sur le trottoir au milieu du bruit de la ville. Deux silhouettes banales, invisibles aux yeux de la foule. Mais en eux, un nouveau monde prenait forme. Pas un conte de fées, pas un miracle, mais une possibilité. Une œuvre née d'un deuil, d'un abandon et d'un lien retrouvé. Et ce jour-là, sans cérémonie ni éclat, un père et un fils commencèrent à écrire leur avenir. Non dans le confort, mais dans le concret. Dans la construction d'un espace où d'autres enfants n'auraient plus à crier dans le vide. Le 7e et dernier jour d'errance d'Étienne commença comme tous les autres, dans le froid, la fatigue, la douleur. Ses jambes étaient lourdes, ses mains gercées, ses pensées lentes. Il ne savait même plus quelle heure il était, car dans la rue, le temps ne s'écoule pas comme ailleurs. Il ne marque plus les heures, mais les souffrances. Le froid ne s'annonce pas, il s'infiltre. La faim ne prévient pas, elle s'installe. Le regard des autres devient un miroir brisé, où l'on se devine sans se reconnaître. Étienne avait appris cela, à la dure. Depuis le premier soir où il avait dormi sous un pont, il avait vu et vécu des choses qu'aucune richesse, aucun succès, aucun diplôme ne lui avait préparé à affronter. Il avait été repoussé d'un abri par un homme en crise psychotique. Il avait vu une femme se faire voler ses maigres possessions par d'autres sans-abris affamés. Il avait entendu la nuit les cris étouffés d'une adolescente battue que personne n'avait aidée. Il avait partagé un crouton de pain avec un vieil homme qui, après 3 mots échangés, s'était effondré en larmes, sans raison apparente. Il avait été insulté, bousculé, ignoré, invisible. Il n'était plus Étienne Moreau, l'homme d'affaires. Il était un numéro de plus dans la statistique silencieuse de la misère urbaine. Mais au milieu de cette violence, il avait aussi découvert des instants de vérité, des visages lumineux dans l'obscurité. Une femme prénommée Fatia, qui distribuait chaque matin du café chaud aux sans-abri avec un sourire et un mot pour chacun. Un adolescent ukrainien qui avait fui la guerre et qui, malgré tout, offrait des dessins faits au feutre en échange de rien. Un ancien médecin, alcoolique et déchu, qui soignait encore les blessures des autres avec ce qu'il trouvait. Étienne avait partagé leur nuit, leur silence, leurs gestes d'entraide. Il avait été témoin de cette humanité crue, dépouillée, vibrante, que l'on ne voit jamais dans les salles de réunion ou les dîners de gala. Chaque soir, en se couchant sur le sol dur, il pensait à Claire, à ses nuits, à ses douleurs, à son désespoir. Il comprenait enfin, pas avec la tête, avec la peau, avec les os, avec la honte. Il revivait les mots de sa lettre, les lignes tremblantes de son carnet, et chaque fois il se demandait comment elle avait pu survivre aussi longtemps, comment elle avait tenu sans jamais haïr. Il pensait aussi à Théo, à sa colère, à sa solitude. Il comprenait que le défi imposé par le garçon n'était pas un jeu ni une punition, c'était un passage, une initiation. Et désormais, il savait. Le 7e jour, Étienne se rendit au point de rendez-vous que Théo lui avait indiqué la veille. Un ancien entrepôt désaffecté dans le 19e arrondissement où certains jeunes squattèrent la nuit. Il entra les jambes engourdies, les yeux brûlants. L'odeur d'urine, de moisissure et de sueur l'assaillit immédiatement, mais il n'eut pas de recul. Il s'était habitué. Il faisait désormais partie du décor. Théo l'attendait au fond de la pièce, assis sur une palette en bois, les bras croisés. Il se leva en le voyant approcher. « Alors, tu l'as fait ?» Étienne hocha la tête, incapable de parler tout de suite. Théo l'observa longuement, puis s'approcha.
Il tendit la main, non pas pour serrer celle d'Étienne, mais pour toucher son visage. Un geste de reconnaissance presque animal. Il semblait chercher une trace, une preuve. Étienne ne bougea pas. « T'as changé », dit Théo doucement. « Oui », répondit Étienne, « je ne suis plus le même. » « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dans ton monde, reprendre tes habitudes, oublier ce que t'as vu? » « Non, dit-il avec fermeté, je vais construire ce que tu m'as demandé. On va le faire ensemble. Et pas parce que tu m'as défié, mais parce que c'est juste, parce que c'est nécessaire, parce que c'est ce que ta mère aurait voulu. » Théo ne répondit pas tout de suite. Il regardait ailleurs, comme s'il cherchait clair dans les ombres. Il finit par s'asseoir à nouveau. « T'as compris quelque chose que beaucoup ne comprendront jamais. Que vivre ici, c'est pas juste être pauvre, c'est être effacé, chaque jour, et qu'on ne s'en sort pas seul. Faut qu'on soit plusieurs, ensemble. Si tu veux vraiment m'aider, alors aide-moi à construire ce ensemble. » « C'est tout ce que je veux, » répondit Étienne. Ils restèrent dans l'entrepôt encore longtemps. Ils parlèrent de tout, des plans pour la fondation, des démarches administratives à venir, des contacts qu'Étienne avait déjà commencé à établir discrètement, mais aussi de Claire, de ses souvenirs, de son rire, de la façon dont elle parlait de l'avenir, même quand elle n'en avait plus. Théo racontait, parfois avec colère, parfois avec une émotion qu'il contenait mal. Étienne écoutait, toujours. À la fin de la journée, alors que le soleil descendait derrière les immeubles, Théo regarda Étienne et dit « T'as tenu, t'as compris. Mais maintenant, faut pas t'arrêter. Le plus dur commence. Je sais, mais je ne suis plus seul. Non, maintenant on est deux. » Et dans ce simple échange, il y avait l'amorce de quelque chose d'immense. Pas une réconciliation spectaculaire, pas un retour au bonheur, mais un socle, une confiance naissante, une alliance silencieuse entre un père et un fils, prêts à marcher ensemble vers un futur qu'aucun des deux ne croyait possible encore une semaine auparavant. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la fin de la semaine qu'Étienne avait passée dans les rues. Le printemps commençait à effleurer Paris d'une douceur timide, et les arbres de la place de la République laissaient échapper leurs premières feuilles. Le monde continuait à tourner avec son indifférence coutumière, mais quelque chose dans l'air semblait avoir changé. Étienne n'était plus le même. Chaque matin, en se levant dans son appartement, désormais sobre, épuré, débarrassé des luxes inutiles, il pensait à Claire et à Théo. Il pensait à leur voix, à leur silence, à leur douleur. Il savait que ce qu'il avait vécu n'était que le début d'un chemin bien plus long. Il n'y avait pas de rédemption rapide, seulement une vérité continue, patiente à construire chaque jour. La fondation avait commencé à prendre forme. Discrètement, loin des flashs, des communiqués de presse, des réseaux sociaux, Étienne avait utilisé ses ressources, ses contacts, son expérience pour obtenir ce qui était nécessaire, mais en suivant à la lettre les exigences de Théo. Pas de médiatisation, pas de noms célèbres affichés, pas de récupération. Le lieu choisi était un ancien bâtiment municipal désaffecté, situé dans le 20e arrondissement, au croisement de plusieurs quartiers populaires. Ils avaient recommencé les travaux avec une petite équipe, architectes engagés, bénévoles, issus d'associations de terrain, jeunes du quartier prêts à aider en échange d'un repas, d'un abri ou simplement d'une parole. Théo était présent à chaque étape, infatigable, concentré, parfois exigeant, mais toujours juste. Le centre serait polyvalent, un hébergement d'urgence, une cuisine collective, une salle d'activité, un coin bibliothèque, des ordinateurs, des ateliers d'écriture, de dessin, de musique. Un espace sans jugement, sans conditions, sans horaires humiliants. Un lieu à leur image. Un lieu de résistance. Un matin, alors qu'il supervisait l'installation du chauffage, Étienne proposa à Théo de venir vivre chez lui. Il avait préparé cette question pendant plusieurs jours, cherchant les mots, les nuances, les précautions. Mais au moment de la poser, il laissa tomber les détours. « Théo, tu peux venir habiter chez moi. Ce serait plus simple, plus confortable. Tu n'as plus besoin d'endurer le froid, les squats, les squatteurs violents. Tu aurais ton espace, ton rythme et je serai là si tu veux parler. » Le garçon ne répondit pas immédiatement. Il fixait le mur en cours de rénovation, les bras croisés. Il semblait peser chaque mot, chaque possibilité. « J'y ai pensé, dit-il enfin, mais j'ai une condition. » Étienne l'écoutait, attentif. «
Si je viens chez toi, ce n'est pas pour m'installer dans une nouvelle vie parfaite. C'est pour continuer ce qu'on fait ici. Et pas seulement ici, je veux que ce soit un modèle, qu'on le reproduise ailleurs, à Lyon, à Marseille, à Nantes, dans les villes où les gosses comme moi finissent oubliés. Je veux qu'on monte un programme d'ambassadeurs, des anciens sans-abri qui formeront les nouveaux, qu'on organise des tournées d'écoute, pas des conférences, non, des discussions, des cercles de parole, et je veux en être le premier. Étienne sentit son cœur se gonfler de fierté. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait, c'était bien mieux. Tu l'as dit, reprit Théo, je ne suis pas seul maintenant, et toi non plus. Alors, si on vit ensemble, ce sera pour construire, pas pour oublier, pas pour se cacher dans un confort de façade. Je suis d'accord, répondit Étienne. Plus que d'accord, tu viens quand tu veux. Ils s'installèrent ensemble quelques jours plus tard, dans un appartement simple, lumineux, où Théo avait sa propre chambre décorée à son goût, remplie de livres, de carnets, de plantes qu'il avait choisis lui-même. Ils partagèrent les repas, les tâches, parfois les silences. Il y avait des tensions, bien sûr, des désaccords, des maladresses, mais aussi des rires, des conversations profondes, des complicités inattendues. Parfois, le soir, Étienne lisait à voix haute des passages du carnet de Claire. Théo écoutait sans parler, et quand il levait les yeux, Étienne voyait chez lui une douceur nouvelle, fragile, précieuse. Il savait qu'il ne comblerait jamais le vide laissé par les années perdues, mais il pouvait enfin y déposer quelque chose, une présence, une constance, une main tendue. Le jour de l'inauguration du centre, ils choisirent de ne pas inviter de personnalités, seulement les bénéficiaires, les bénévoles, les voisins. Une plaque fut apposée sur le mur de l'entrée, gravée simplement « Centre Claire Dupuis ». Pour ceux qu'on ne regarde pas mais qui regardent le monde, Théo prit la parole debout sur une caisse en bois. Ce lieu est pour vous, pour nous, pour nos mères, nos frères, nos sœurs, pour ceux qu'on a perdus et ceux qu'on peut encore sauver. Ce n'est pas un miracle, c'est un début. Et ce début, on va le défendre ensemble. Étienne, debout à ses côtés, ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Il regardait son fils, son passé, son présent, et l'avenir qu'il construisait côte à côte. Il avait retrouvé bien plus qu'un enfant. Il avait découvert un sens à sa vie que ni les milliards, ni les titres, ni les honneurs ne lui avaient jamais offert. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, et dans cet échange silencieux, tout était dit. La boucle n'était pas refermée, mais elle avait trouvé son point d'ancrage. Là où tout avait été perdu, quelque chose d'immense était né. Une nouvelle chance pour eux, pour d'autres, pour tous ceux qui n'avaient à jamais cessé d'espérer dans l'ombre.